C'est en 1922 qu'une famille entière est retrouvée massacrée dans une ferme isolée dans la forêt bavaroise. Bienvenue dans une nouvelle chronique de l'effroi. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène dans un lieu et une histoire qui est rarement évoquée, mais qui révèle une des énigmes les plus étranges de l'histoire de la criminalité européenne. Nous sommes en 1922, en Bavière, au sud de l'Allemagne. À cette époque, le pays se remet encore de la Première Guerre mondiale. Les campagnes sont pauvres, isolées et méfiantes. Au milieu de tout ça, une ferme, à mi-chemin entre deux villages, Grobern et Kaifek. Dans la ferme vit la famille Gruber, qui se compose de Andreas Gruber, 63 ans, qui était un homme décrit comme strict, autoritaire, parfois violent. Casilia Gruber, son épouse, 72 ans, qui semblait être la figure plus calme, discrète, effacée, souvent décrite comme soumise à son mari. Victoria Gabriel, 35 ans, leur fille, jeune veuve. Elle est née Gruber. Elle s'est mariée à Karl Gabriel, qui lui est mort à la guerre. Victoria Gabriel héberge donc ses parents et ses enfants dans ce même lieu. Sa fille de 7 ans, qui s'appelle Cadilia Gabriel, oui, le même nom que la mère de Victoria, et Joseph Gruber, qui a 2 ans. Cadilia est la fille de Karl, qui est mort à la guerre. Mais Joseph, on ne sait pas vraiment qui est le père. Et au fur et à mesure de l'histoire, on pourrait peut-être penser que c'était l'un des voisins, Lorenz Schlittenbauer. Il y avait aussi Maria, 44 ans, arrivée comme bonne très récemment. Elle va se retrouver plongée, sans le savoir, dans une des pires tragédies rurales. La ferme tourne normalement et une routine est installée depuis bien longtemps. La famille n'est pas seulement connue pour leur travail à la ferme, mais aussi pour des rumeurs dans le village bien plus salaces. On parle alors de relations incestueuses entre Andreas et Victoria, sa fille. En effet, ce dernier a déjà été arrêté par la police car une bonne les aurait aperçus ayant des relations intimes dans du foin. Par ailleurs, le fils de Victoria, Joseph, serait non pas le fils de Karl, ni de Lorenz, mais de Andreas, le père de Victoria. En octobre 1921, une ancienne bonne avait quitté la ferme précipitamment. Elle disait que la maison était hantée et qu'elle entendait des bruits toute la nuit. Quelques mois après, en mars 2022, par une tempête de neige, Andreas signale des pas dans la neige, venant de la forêt jusqu'à la grange, sans retour visible. Après avoir fait des vérifications dans la ferme, Andreas ne remarque rien d'anormal et retourne vaquer à ses occupations. Ce qu'il y a de plus bizarre dans cette histoire, c'est que les traces de pas s'arrêtaient à la grange, mais Andreas ne pense pas à vérifier dans la grange. Quelques jours plus tard, dans la nuit, le couple entend le plancher craquer au niveau des combles. Andreas en est certain, il y a quelqu'un dans la maison. Il va faire le tour de la maison, mais encore une fois, rien à signaler. Il retourne donc se coucher. Le lendemain, Andreas retrouve un journal de Munich dans la maison, alors qu'ils ne sont pas abonnés. Les clés de la maison ont disparu. Pourtant, tout le monde est présent à la ferme. Ce qui suit va montrer que cette erreur va leur coûter très cher. Le 1er avril 1922, des vendeurs de café passent à la ferme de Hinterkaifeck. Aucun bruit. Personne ne répond. La porte est fermée. Le chien est à l'intérieur. Le portail de la machine agricole est ouvert. Les vendeurs repartent, surpris et indécis. Le facteur note que le courrier s'accumule. L'école constate l'absence de la fillette et l'absence de la famille à l'église. Le silence devient tangible. Le 4 avril, après plusieurs jours d'inquiétude, 3 hommes, Lorenz Schlittenbauer, Michael Paul et Jacob Siegel, se rendent à la ferme pour vérifier. Les 3 hommes entrent dans la grange, qui était ouverte. Et là, le choc. Dans la grange, une mare de sang longe le sol, et plus loin, 4 corps sont entassés sous la paille.
celui d'Andreas Gruber, sa femme Kadzilia, leur fille Victoria et sa fille Kadzilia. Lorenz, le voisin, celui que tout le monde pense être le vrai père du fils de Victoria, vomit sur le plancher de la grange. Vous imaginez à quel point la scène devait être horrible à regarder. Puis, les hommes entrent dans la maison. Dans les pièces d'habitation, Maria, la bonne, et le jeune Joseph, 2 ans, sont trouvés morts également. Maria était couverte d'un drap et Joseph était encore dans son berceau. Les 3 hommes, encore en état de choc, décident de partir, avertir d'abord les voisins et après la police. Et oui, il n'y avait pas encore de téléphone portable à cette époque. Lorsque la police et le médecin légiste arrivent sur place, les voisins sont déjà présents. Ils constatent que l'arme utilisée est une pioche agricole et que les crimes ont été commis dans la nuit du 31 mars 1922, soit 4 jours avant la découverte des corps. Le médecin légiste constate que certains corps ont été frappés à plusieurs reprises. La petite Kadziela s'est arrachée des touffes de cheveux, signe qu'elle a survécu un moment après l'attaque. Les corps présentent des blessures horribles. Le médecin légiste constate des coups massifs et des fissures crâniennes dites explosives. Et voici la partie qui glace. Après le massacre, le tueur ne part pas. Il ne prend pas la fuite. Il reste sur place. Il reste. Il vit dans la maison, il se sert dans la cuisine, nourrit les animaux, allume le feu. Bref, en fait, il fait clairement comme chez lui. Regardons les preuves matérielles. L'arme du crime retrouvée dans le grenier, les empreintes dans la neige qui s'arrêtent soudainement, le journal de Munich retrouvé sur place et la disparition des clés. Tous ces éléments montrent en fait que quelqu'un était sur place. Soit il espionnait, il l'occupait, il le regardait. Mais alors pourquoi ne pas avoir fui après les avoir tués? Et pourquoi, si le mobile était un vol, n'avoir rien emporté? Tout cela ouvre la voie à des mobiles beaucoup plus sombres. Vengeance, secret familial, désordre psychique, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Les enquêteurs, eux, pensent que le tueur s'est d'abord caché dans la grange. Là, il aurait attiré les membres de la famille un par un, probablement en faisant du bruit ou en imitant un animal blessé. Et à chaque fois qu'un des Gruber entrait, il frappait. Malheureusement, la scène de crime est déjà altérée. Les voisins qui avaient été prévenus avant la police sont arrivés sur place avant celle-ci. Les preuves s'effacent et les prélèvements sont extrêmement limités. La pioche, qui aurait servi à tuer la totalité des membres de la famille, a été retrouvée dans le grenier, couverte de sang. Cependant, en 1922, les méthodes médico-légales étaient très rudimentaires. L'outil seul ne suffit pas à faire condamner quelqu'un. Et surtout, le ou les meurtriers ont eu le temps de faire ce qu'ils voulaient. La scène est totalement contaminée, pas de mobile clair, et le tueur a pris le temps de tout refermer derrière lui. À cette époque, il n'y avait pas d'ADN ni de relevé précis. 2 jours après la découverte des corps, le médecin légiste procède à l'autopsie qui révèle seulement une chose, la brutalité. Victoria est morte de 9 trous dans le crâne du côté droit. Kadzilia Gruber avec 8 trous dans le côté droit du crâne. Maria, tuée par au moins un trou dans la calotte. Elle avait des blessures supplémentaires au visage. Joseph, quant à lui, est mort d'un seul coup puissant sur le côté droit de son crâne, dans son berceau. La petite fille a un trou dans le côté droit du visage. La bouche et la mâchoire de l'enfant ont été brisées avec une bande de fer pour la faire taire. La blessure mortelle lui a été infligée avec un couteau de poche. Tout ce qu'on sait, c'est que le couteau de poche appartenait à Andreas Gruber. Au vu de la complexité de l'autopsie, le médecin légiste décide alors de décapiter les têtes des cadavres pour les envoyer dans un laboratoire à Munich pour une expertise plus approfondie. Mais tenez-vous prêts, les têtes vont se perdre. Et elles ne seront jamais retrouvées. Je trouve ça quand même complètement dingue de perdre des têtes humaines. Plusieurs pistes ont été explorées depuis des décennies. La plus célèbre, c'est Lorenz Schlittenbauer, le voisin. Il connaissait la famille, il avait une liaison avec Victoria, et peut-être même un lien avec Joseph. Il aurait eu un motif de vengeance ou de jalousie. Mais rien ne le relie matériellement au crime. D'autres pensent qu'il s'agit d'un vagabond ou d'un ancien soldat traumatisé de la guerre. Il serait caché dans le grenier depuis des jours. Il aurait aussi observé la famille avant de passer à l'acte.
D'après certaines croyances, l'époux de Victoria, celui qui serait mort pendant la guerre, pourrait bien être le tueur, parce que son corps n'a jamais été retrouvé. Et puis il y a des théories encore plus sombres. D'autres pensent qu'il y aurait plusieurs personnes qui auraient participé. Pendant mes recherches, j'ai pu voir sur plusieurs sites, blogs, livres, que beaucoup pensaient que ça pouvait être Andreas Gruber lui-même. Il était connu pour violence, maltraitance et inceste. Et si Andreas était secrètement amoureux de sa fille? Est-ce qu'il aurait eu peur qu'elle puisse le quitter pour le voisin? Il aurait donc évacué sa haine et sa colère sur toute sa famille? Mais alors qui aurait tué Andreas? L'enquête a duré des années et a été officiellement close en 1955. Le vrai problème, c'était l'absence de preuves définitives. Il y avait plusieurs suspects, plusieurs mobiles, mais aucun jugement. Et aujourd'hui, on se pose encore la question de qui a tué et pourquoi. C'est en 2007 que des étudiants de la police allemande ont rouvert le dossier. Ils ont réétudié les témoignages, les plans et les photos. Ils pensent avoir identifié un suspect, mais son nom n'a jamais été révélé. Par respect pour les descendants, disent-ils. Un siècle plus tard, l'affaire n'existe plus. Depuis, elle a été rasée. Mais les habitants du coin affirment que rien ne pousse bien sur ce terrain, comme si la terre refusait d'oublier. Alors je vous pose la question, selon vous, quelle est la théorie qui serait la plus probable? Vengeance? Liaison interdite? Squatter psychotique? Ou encore motif paranormal? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. J'ai trop hâte de lire vos commentaires sur ce que vous en avez pensé, sur votre version de l'histoire. Et merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'effroi.